Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Broadcast Time, le rendez-vous hebdo des nouveaux médias, de la prod, audio, vidéo, du broadcast sur Watch. Salut à tous, salut Erwan. Salut Benjamin, comment ça va? Ça va très bien, et comment va yakyakiak.fr? Eh ben ça va bien, je t'en reparlerai un petit peu tout à l'heure. Bon, Ouais. super, c'est évidemment le site incontournable de la post-prod. On est très content d'être ensemble à nouveau pour ce nouveau numéro. Mardi, 20h, toutes les semaines sur Watch. À nous à regarder, à suivre évidemment aussi en podcast sur Apple Podcasts et iTunes et sur Google Podcasts, en vidéo HD, SD et en audio. Et puis on est aussi sur Spotify depuis quelques semaines, donc abonnez-vous, c'est gratuit. Mettez 5 étoiles, laissez un commentaire, c'est très très important. Alors ce soir, on a une émission très spéciale à vous proposer et je suis très heureux d'accueillir un fidèle de Watch qui est là très souvent, Sylvain Bartoli. Bonjour Sylvain. Bonjour Benjamin, bonjour Erwan. Bonjour. C'est un plaisir de t'accueillir sur ce plateau. Pareil pour moi. Sylvain, alors déjà, première question, si je te demande quel est ton métier, tu me réponds quoi? Calibreur, Calibreur. voilà. Erwan, ça te parle, calibreur? Calibrationniste, moi j'aimais bien, mais calibreur, ouais, ça me parle beaucoup, hein, parce qu'on en a beaucoup besoin, que ce soit dans les studios ou bien dans les festivals par exemple. On a besoin de personnes un peu spécialisées comme Sylvain, qui vont nous permettre d'être sûrs d'avoir un film avec les bonnes couleurs. Ouais. Sylvain, c'est quoi le métier d'un calibreur? En fait, c'est pas compliqué. C'est mettre un écran ou un vidéoprojecteur, ou une image à la norme, telle que le réalisateur a voulu la montrer. Ouais. Voilà. Ce soir, je vais poser les questions presque bêtes, hein, tu ne m'en voudras pas. Quelle est la différence entre je la connais un peu, mais entre l'étalonnage et la calibration? Alors, l'étalonnage, ce qu'on appelle l'étalonnage numérique, en studio d'étalonnage, c'est après le montage. C'est quand un film est tourné, il est monté et en fin de post-prod, il est étalonné. Nous, on va être entre le montage et l'étalonnage. Nous, on va calibrer l'écran de l'étalonneur pour qu'il ait des couleurs correctes sur son écran. S'il y a une référence qui n'est pas bonne... Voilà, il faut qu'il ait un moniteur ce qu'on appelle un moniteur de référence. Bon, ben, ça va être passionnant parce que moi, j'y connais pas grand-chose. Erwan, je ne sais pas si toi, tu es... Un petit peu. Moi. Tu es venu aussi avec des appareils, alors tu vas nous expliquer tout ça. Il y en a un notamment qui pointe sur la télé qui est là, et puis il y a celui-là qui est sur la table. Je ne les connais pas, tu vas nous expliquer, Sylvain, à quoi il sert, comment ça marche, en quoi consiste ton métier. Plus précisément, ça va être passionnant. Avant ça, Erwan, on va faire un tout petit tour du côté de l'actu. Ouais, des petites news rapides. Avec 3 news. Ouais, 3 news rapides. On commence par DJI. Ouais, DJI qui ne s'arrête plus. Donc après avoir conquis le monde des drones, maintenant il s'attaque au niveau des action cam. Donc concurrent direct de la GoPro, la DJI Osmo Pocket pour un prix de 359 €. Et vous voyez en fait que c'est une petite caméra, un gimbal en fait, 3 axes, toute petite et qui fait du 4K en 60 images par seconde. Donc wow. Ça déchire. Et par exemple, si vous avez un chien, vous pouvez la mettre sur votre chien. Et ce qui est important aussi, c'est que du coup, elle est complètement autonome. On n'est pas obligé d'avoir un appareil photo, j'allais dire, mais un téléphone connecté. On peut connecter le téléphone dessus, mais on peut l'utiliser complètement indépendamment. Il y a pas mal d'accessoires pour qu'elle aille sous l'eau, par exemple, ou autre. Il y a pas mal de choses en fait à utiliser. Voilà, il y a du tracking de visage, de personnes, face track, il y a le smooth track, donc pour adoucir bien sûr tous les mouvements. Globalement, tous les retours des youtubeurs et autres influenceurs sont assez exceptionnels sur cette caméra. À tester. J'espère m'en procurer une très rapidement et puis je vous donnerai un petit peu mon retour. Ouais, en tous les cas, c'est super impressionnant. Elle s'oriente vraiment pour les vlogueurs, par exemple, ceux qui se baladent à travers le monde et justement qui se filment, parce que ça peut être très rapide, c'est tout petit, très léger, et il y a une autonomie de 140 minutes, donc plus de 2 heures, donc c'est plutôt pas mal. Donc avoir cette DJI Osmo Pocket qui est déjà disponible un petit peu partout. Ouais. Et voilà, il y a du motion lapse, du time lapse qu'on peut faire, il y a pas mal de choses. En fait, ils ont mis toute leur techno qu'ils ont mis dans les drones, c'est dans ce petit DJI Osmo Pocket. Et je pense même qu'on pourra peut-être avoir une version 2
avec la Je pense déjà à la version 2. Ouais, avec la lentille de Hasselblad qu'ils ont lancée pour le drone, du coup pour pouvoir faire des zooms et autres. Je pense qu'ils vont faire ce genre de choses. Je pressens un petit peu ça. Ouais, en tout cas, je trouve que le design est assez bluffant. Comme ça, le défilé des caractéristiques pour un peu plus de 300, enfin à peine plus de 300 euros est impressionnant. Et puis alors, le rapport entre la résolution, la qualité de ce qu'on voit et la taille de l'engin, c'est... Non, je trouve que c'est un super compromis, c'est hyper léger, voilà, ça rentre dans un sac à main. Après, voilà, je sais pas, c'est pas avec ça qu'on va faire de l'interview, parce que je pense qu'il n'y a pas d'audio. Non, alors, alors il doit y avoir de l'audio, mais je pense que c'est un micro embarqué. Ouais. C'est le seul point négatif, Bah, voir s'il y a une entrée plus tard où il y a un accessoire qui se met dessus, peut-être, je sais pas là-dessus. C'est le seul point en fait pour nous, par exemple, sur un salon, Bah oui. ça pourrait être assez intéressant. Alors prendre le son en séparé, par exemple, avec un petit enregistreur numérique, Ouais, c'est ça ça, pourrait être ce sera ça, la solution. le combo en Ouais. fait idéal entre les deux. Voilà. Ouais, impressionnant. Je sais pas si c'est le genre Ouais, ça d'appareil qui non. t'intéresse. Je regarde souvent, Ouais. parce qu'en plus j'ai mon fils qui fait une fac en audiovisuel, donc il commence à tourner, donc je m'intéresse assez aux caméras, et puis bon, comme je suis un petit peu, je travaille avec des étalonneurs qui font aussi du cadrage, du montage, donc Tu fais attention aussi à ce genre de news. ouais, je m'intéresse vraiment à tous ces... Au départ, avant d'être un métier, c'est vraiment une passion. Bah oui, normal. Au départ, j'ai commencé à calibrer mes écrans. Deuxième news, Erwan, elle concerne Motion FX. VFX, Ce que j'ai dit. FX tout Ah court, bon, mais oui. il y a un petit V devant. Ce sont des Polonais qui font pas mal de plugins pour Final Cut Pro 10. Ils font des templates, ils font pas mal de choses. Et ils ont lancé tout un pack, en fait 6 packs de plugins pour Adobe Premiere. Donc c'est une grande première pour Motion VFX. Donc leur volonté est d'aller un peu plus que de s'élargir et de FCP10 et aussi Plus seulement réservé à Final Cut. Exactement. Et on peut même penser peut-être un petit peu Resolve dans un futur moyen proche. Donc là, c'est un pack au niveau des plugins qui permettent en fait de faire de l'habillage. Donc il y a 6 packs de plugins qui permettent en fait automatiquement d'avoir des gros habillages ou des habillages un petit peu plus stylés en fait fins et autres. Donc c'est disponible autour de $50, $60 directement sur le site et il faut avoir Adobe Premiere CC 2019 pour pouvoir les utiliser. Il faut toujours être à jour. Avec Motion VFX, ils travaillent toujours sur les dernières versions. Ok, et puis la troisième news, alors c'est plus un retour d'expérience que tu as testé le duo Mac infernal. Mini, le Mac Mini, et un iGPU. Ouais. Lequel? Alors c'était le Blackmagic. Mais lequel? Il y en a deux. Alors c'est l'ancien, c'est le 580 Radeon, le premier. Voilà, c'est ce qu'on m'a prêté, hein, ce n'est pas à moi. Donc moi j'utilise ce qu'on me donne. Donc là j'ai pu tester donc, le Mac Mini d'entrée de gamme, Core i3, 8 Go de RAM et une carte Intel à l'intérieur, la Graphics UHD 630. Et donc du coup j'ai pu tester avec Resolve par exemple, et puis DaVinci, et puis Final Cut Pro 10. Donc ce qui va être intéressant ici, c'est qu'avec Resolve, on va pouvoir directement attaquer le iGPU. Donc on va avoir des rendus, des temps de rendu proches du MacBook Pro tout seul. Donc ça, c'est ça qui est intéressant, je trouve, même avec un processeur assez bas. Et puis ensuite, si on a un MacBook Pro et qu'on met le iGPU aussi, on va pouvoir doubler dans Resolve les temps en diminuer en fait par de moitié les temps de rendu. Donc ça mutualise vraiment les deux cartes. Et donc ça, c'est plutôt intéressant dans l'optique d'avoir une station portable et quand on rentre à la maison, hop, on est plus rapide en rendu. Alors pour Resolve, parce que pour Final Cut Pro 10, c'est un petit peu différent. Apple, ils sont un petit peu plus bizarres dans leur tête. Globalement, en fait, le iGPU va servir pour faire les rendus. Ouais. Et du coup, la carte interne, par exemple, du MacBook Pro, va permettre en fait de continuer à travailler. Parce que contrairement à DaVinci Resolve, qui lorsqu'on lance un rendu, le soft il est bloqué, on attend la fin du rendu. Autant dans Final Cut Pro 10, on peut lancer du rendu par lot par exemple, et on continue le montage sur un autre projet par exemple. Et donc du coup, l'autre carte graphique par exemple interne du MacBook Pro servira en fait à travailler toujours en temps réel au sein de Final Cut Pro 10. Une vraie séparation des tâches. Voilà, une séparation des tâches. Par contre, il n'y a pas moyen de demander à dire voilà, je voudrais utiliser mes 2 GPU en même temps pour aller plus vite parce que je dois rendre l'antenne dans 5 minutes. Donc ce serait pas mal en fait que Apple lance ce genre de petite option. Ce qui va
veulent garder enfin, ils veulent que puisse continuer à travailler. Ouais, il y a toujours cette notion de temps réel pour eux qui est primordiale plutôt que le rendu. Donc à voir si ça évolue dans le futur. Voilà. Eh ben, merci Erwan pour ce test du Mac Mini qui est vraiment une machine qui m'intéresse et qui est vraiment, vraiment celle qu'on attendait depuis plus de 4 ans maintenant. On va se retrouver dans un instant pour parler calibration. Vous allez tout savoir, tout comprendre, tout apprendre sans doute sur ce métier et sur la passion de Sylvain qui est avec nous. À tout de suite. Voilà, suite de Broadcast Time avec Sylvain Bartoli, calibreur. Très heureux de t'accueillir à nouveau, Sylvain. Merci d'être là. Merci, je suis content d'être là. Merci d'être venu aussi avec tes appareils, avec, je pense, tes meilleurs amis, tes complices, parce que tu t'en sers tous les jours. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà quelle est la panoplie d'accessoires, de matériel qu'utilise un calibreur comme ça? Il y a deux possibilités. Alors, quand on est chez les particuliers, on se sert souvent, par exemple sur un écran, on se sert régulièrement d'un colorimètre qui est vers l'écran et d'un spectroradiomètre qui est sur la table. Donc là, je peux le prendre dans les mains? Attention, ça vaut cher, Benjamin. Ça, c'est un spectroradiomètre. Voilà, marque Photo Research, c'est américain aussi. Alors, quel est le rôle de chacun des deux déjà? Alors, le spectroradiomètre, hein, on va l'utiliser parce que c'est quelque chose qui est très précis en colorimétrie, mais un peu moins précis dans les basses lumières. D'accord. Donc, et le colorimètre est très rapide et très précis dans les basses lumières, un peu moins en colorimétrie. Alors, nous, ce qu'on fait toujours, ce qu'il faut faire, on fait ce qu'on appelle un profil. Donc, on va prendre avec le spectro, qui est la référence. Celui-là. Voilà, ça c'est la référence. On va prendre 4 mesures. Alors, en fait, ça consiste en quoi prendre une mesure? Alors voilà, par exemple, on va prendre une mesure de blanc, par exemple, sur l'écran. Ouais. Voilà. Donc là, on va prendre. Voilà, là, on va. Alors, on va peut-être expliquer le setup. C'est qu'en fait, on a une sortie HDMI vers l'écran qui envoie en fait des informations sur l'écran. En fait, le colorimètre est branché sur le PC via un câble USB. Ouais. On a ce qu'on appelle un générateur de mires qui va envoyer des mires de référence, voilà, qui est branché aussi en USB sur le logiciel et également branché en HDMI sur l'écran. Okay. Donc ce qu'on voit sur le générateur de mire, c'est la mire qu'on voit à l'écran. Pour l'instant, on voit pas. Moi, je vois un écran blanc. Ouais. C'est la mire. C'est la mire. Voilà. Une mire peut être juste un écran blanc en fait. Si on peut changer de mire, on va mettre. De mesurer. On va mettre normalement. Elle devrait apparaître. Voilà, la magenta. Ouais. Et après voilà, c'est là-dessus qu'on va mesurer la colorimétrie, par exemple. Donc tu vas faire défiler. Voilà. Si j'appuie, voilà, si je le mets en marche. Voilà. Là, on est en ambiance discothèque. Là, il vient de prendre 6 mesures. D'accord. Donc, il a pris le blanc à 100%. Ouais. Il a pris un autre blanc à 75% de saturation. Ouais. Et les 6 couleurs, les 3 primaires et les 3 secondaires. Et avec ça, on va régler ce qu'on appelle le triangle, le gamut, le CMS, le color management, en fait. Là, on règle uniquement les couleurs. Mais avant, il faut régler ce qu'on appelle la balance des blancs. Voilà. Donc là, c'est 10 mires de blanc qui vont du 100% au 10%. Pourquoi je ne mets pas le 0? Parce que une balance des blancs, c'est une mesure de luminance, en fait. On prend la lumière d'une mire. À 0%, il n'y a pas de lumière. Donc je ne vois pas l'intérêt de prendre une mesure quand il n'y a pas de lumière, prendre une mesure de luminance. C'est comme si on mesurait la puissance d'une ampoule quand elle est éteinte. Voilà. Et de toute façon, le colorimètre ne peut pas le prendre, il aura une mesure qui sera fausse. Alors, là, tu fais des mesures sur un téléviseur, ouais. Un écran plat. Voilà, ouais. C'est pas un moniteur. Non. Qu'est-ce que ça va permettre de faire? Là, pour un particulier, ça va lui permettre d'avoir déjà des couleurs. Quand il va regarder un film, il aura des couleurs justes. Donc il aura les couleurs de référence. Alors après, si le réalisateur, par exemple,
veut saturer ses couleurs, on les aura saturées aussi, du moment que l'écran est réglé. La base, c'est qu'il faut régler l'écran à la norme. Comme ça, on voit ce que le réalisateur a voulu montrer. Ouais, parce que ce qui se passe en fait, c'est qu'on envoie un signal vers le spectromètre de couleurs. Comme ça, on va savoir exactement comment l'écran donne les couleurs. Et ensuite, du logiciel, on va créer un profil de couleurs Voilà. qu'on va pouvoir réinjecter dans le téléviseur, parce que maintenant tous les téléviseurs ont une prise Ethernet ou réseau. Et donc, on va pouvoir donner en fait un profil et on va pouvoir l'appliquer un petit peu comme les écrans d'ordinateur où on peut mettre des profils, voilà, Alors, les couleurs. Ça va être dans le cas où l'écran, par exemple, comme les Panasonic, les LG sont reliés. Tandis que là, par exemple, sur celui-là, on a pris des mesures. Et maintenant, ce qu'il faudrait, c'est, avec la télécommande, rentrer dans le menu de la gestion des couleurs du menu du téléviseur et régler la gestion des couleurs. Manuellement, en fait. Voilà, de telle façon qu'on ait les 6 points qu'il y a sur le triangle dans les carrés. C'est-à-dire, en fait, la référence. Ajouter du magenta, Voilà. enlever ceci, ajouter on compense sur la... par exemple, sur chaque couleur, on peut régler la luminance de la couleur, la saturation et la teinte. Donc, et on va régler ces 3 paramètres de façon à ce qu'on ait vraiment la référence. En sachant que tous les réglages sont interactifs les uns par rapport aux autres. Est-ce qu'il y a un écran qui sort d'usine et qui est parfaitement réglé? Non, aucun. C'est impossible. Même ceux qu'on nous vend comme des moniteurs de référence? Il y en a... Non. Non, même le très haut de gamme? Non, c'est impossible puisque l'environnement joue. Si on a par exemple une lumière directe sur l'écran, on va avoir de la lumière sur l'écran, le colorimètre va prendre la lumière en même temps. Il n'y a pas que l'écran en lui-même, il y a son environnement aussi. Oui, parce que justement, c'est la différence, parce que moi j'ai l'habitude des sondes qu'on met sur les moniteurs d'ordinateur, par exemple, pour l'étalonnage, mais souvent on les colle en fait sur l'écran. Là, on est... ou l'étalonnage? La calibration. Là, l'avantage des sondes comme ça, parce que c'est des sondes professionnelles, c'est qu'on n'est pas obligé de les mettre en contact. D'accord. Voilà. Ce qu'on appelle ça, c'est des sondes qu'on peut utiliser non contact. D'accord. Elle est quoi? Elle est à 15 cm de l'écran? Ouais, on peut la mettre jusqu'à 6 mètres. Ah oui. Ouais. Parce que c'est complètement différent sur un écran de cinéma qui n'émet pas de la couleur, qui est projeté, sur un écran qui est projeté. Ah, c'est pas pareil, puisqu'on a des normes qui sont différentes. Par exemple, sur un moniteur de référence, la puissance lumineuse, la norme de la puissance lumineuse, c'est 100 candelas. Sur un projecteur dans une salle de cinéma, c'est 48 candelas. Donc, mais on ne pourrait pas le faire avec un colorimètre, puisque quand on va poser l'appareil de mesure, il faut qu'il soit à hauteur de l'objectif du vidéoprojecteur. Bon, sur des écrans de 19 mètres, les vidéoprojecteurs sont à 30 ou 40 mètres. Donc on utilise des appareils comme ça qui, eux, peuvent prendre des mesures jusqu'à 300 mètres. Voilà. Comme celui-là. Voilà. Il y a un zoom. Voilà. Donc après, avec l'optique qu'il y a vers l'écran, on peut, avec le zoom, on règle la netteté de la mire. C'est comme un zoom d'appareil photo, en fait. En fait, c'est comme un zoom d'appareil photo. Là, et puis là, on va régler, avec l'œil, là, on va regarder. Tiens le vraiment près de toi. Voilà, on va regarder comme ça, et on va régler la mire. On va régler la mire jusqu'à ce qu'elle soit nette. Et là, à ce moment-là, on peut prendre jusqu'à 300 mètres. Et là, à 300 mètres, il faudrait une mire à peu près de 5 mètres. Voilà. Tu fais aussi bien de la calibration sur des écrans de télé, des moniteurs et vidéoprojecteurs, des surfaces de projection comme voilà. ça. Ouais. Alors, ce qu'on appelle les projecteurs professionnels, les salles de cinéma, on n'en fait pas puisque 95% des salles de cinéma ont leur maintenance. Et dans la maintenance, il y a la calibration qui rentre en compte. Ce sera plus pour des festivals, par exemple? Voilà, je vais souvent dans un lycée qui fait un festival qui s'appelle Ciné-Classe. Et ils ont une salle de cinéma où il y a 300 ou 400 personnes. On va calibrer le projecteur là-bas. Ouais. Pourtant, j'ai l'impression que c'est une étape qui est souvent négligée, voire oubliée. Alors, volontairement ou involontairement, il y a peut-être une part de méconnaissance aussi. Alors après, voilà. Il y en a une partie, c'est volontaire.
c'est une question de finance. d'économie. Voilà. Parce que la calibration, faut la faire combien de fois par an, par mois, Alors, sur un écran grand public, on va dire que nous, on les préconise tous les 18 mois. Sachant que pour un particulier, c'est une demande, c'est pas un besoin. Oui. Donc, c'est compliqué d'avoir des clients qui reviennent toujours. J'ai des clients que je fais, qui ont des vidéoprojecteurs, des salles dédiées, que je fais 3 à 4 fois dans l'année. Et tes clients, la plupart, c'est... Des passionnés chez les particuliers, c'est des passionnés de cinéma. C'est des gens qui ont des salles dédiées chez eux. Donc un vidéoprojecteur avec 3 ou 4 sièges, un écran de 4 mètres de base. Voilà. Tu connais toutes les plus belles salles privées de Paris? Ah, il y en a pas mal. Paris, Suisse, parce que je vais en Suisse aussi, en Belgique. Tu es basé où? À Lyon. À Lyon, d'accord. Donc, C'est d'autant plus une chance de t'avoir aujourd'hui. Voilà, et ouais, je vais un peu de partout. Là, entre guillemets, je devrais aller au Maroc. Calibrer une salle. Et avec l'arrivée des nouvelles normes HDR, comment ça évolue? Est-ce que tu peux toujours utiliser les mêmes outils ou est-ce qu'il faut mettre à jour en fait ces outils-là ou tes logiciels? Ça se passe comment? Non, alors les logiciels ont été mis à jour depuis le début du HDR. Et depuis le début du HDR, il y a ce générateur de mire qui est sorti, donc de marque Murideo, qui est fabriqué aux États-Unis, qui est capable d'envoyer des mires HDR et des mires Dolby Vision. D'accord, donc ça couvre la totalité des spectres Voilà, pour l'instant du HDR. Il travaille sur plusieurs HDCP aussi. Tu parlais effectivement des systèmes de calibration presque personnels qu'on peut acheter dans le commerce. Quelle est la différence entre ces systèmes qui ne coûtent pas très cher et qui fonctionnent un peu en automatique et ce que toi tu apportes avec un matériel qui n'a rien à voir? Alors, je vais prendre 2 exemples. Il y a X-Rite fait l'i1 Display Pro en colorimètre. Donc c'est une sonde qui est pas mal. On peut faire des tas de trucs. Après, le logiciel est un peu restreint parce que il n'a pas la capacité d'un logiciel professionnel. Parce que sur un logiciel professionnel, on peut tout changer. Tu peux nous montrer peut-être en détail un peu comment fonctionne le surf que tu utilises justement? En fait, c'est simple. Une fois que tout est branché, on a juste à si on veut faire une échelle de blanc, par exemple, on va appuyer. Voilà. Là, je vais appuyer. Voilà. Et c'est en train de nous faire l'échelle de blanc. Allez, ça retourne là. Donc là, toutes les valeurs de luminance en fait qui sont là, il a scalées. fait l'échelle de blanc. Ça nous a donné un résultat à droite là. Montre-nous peut-être avec le... Là à droite, ça nous a donné le résultat, le delta E, ce qu'on appelle le delta E. En fait, le delta E, c'est la moyenne des 3 couleurs par rapport à la référence. Donc plus on est près de la référence, et mieux c'est. Donc là, on voit que, par exemple... cet écran? Parle librement. Hein. Il est un peu à l'ouest. On le sait. Mais bon, le problème, c'est qu'il y a la lumière. Oui, donc, on pourrait diviser facilement par 3 le delta si on éteint. Mais après, au niveau colorimétrie, là, il n'est pas forcément mal. Hein. Okay. Oh, il y a des couleurs il manque un peu de teinte sur le jaune, sur le magenta, il y a un peu trop de saturation sur le rouge. Mais autrement, dans l'ensemble, voilà, c'est pas mal. Là, c'est la balance de blanc qui pêche à cause de la lumière. Bah oui, bien sûr. Voilà. Combien vous êtes à faire ce métier en France, Sylvain? Alors, en calibreur professionnel, moi, je parle que des calibreurs professionnels qui ont des formations. Formation THX en France, qui sont en activité, on est 3. Ah ouais, mais THX, c'est aussi pour l'image? Oui. Ah, d'accord. Ouais, il y a une certification THX vidéo et une certification THX pour le son. D'accord. Qui sont indépendantes l'une de l'autre. 3. Et pour l'ISF... Vous êtes débordé, non? 3 calibrateurs en France? Pas forcément, non, c'est... Il y a des périodes de creux, de creux pour vous? chaque salon. Ouais.
Chaque salon, c'est-à-dire? Voilà. À chaque fois qu'il y a le CES, les gens attendent les sorties. Donc, Ah oui. voilà. Par contre, quand les produits commencent à sortir, là, ouais, Ça sonne dans tous les sens. voilà, ouais. Donc du coup, quand il y a des nouveaux téléviseurs, tu parlais tout à l'heure qu'on pouvait les connecter directement. Ouais. Comment ça se passe avec ton logiciel? Il y a un abonnement, ça se renouvelle, il y a des mises à jour? Voilà, on a une maintenance pour 1 an. Et pendant 1 an, s'il y a 15 mises à jour, on peut faire les 15 mises à jour. Et tous les ans, on repaye pour la maintenance du logiciel. D'accord. Donc c'est l'éditeur en fait du logiciel Voilà. qui te Voilà. fournit toutes les informations des nouveaux téléviseurs qui Voilà, sortiront ouais. l'année prochaine par exemple. Voilà, ouais. D'accord. Par exemple, là, cette année, il y a une mise à jour qui a été faite pour les modèles LG 2018. Ouais. Donc, où on a ce qu'on appelle le Direct Display Control. Grâce à l'adresse IP, on peut se connecter directement sur le soft. Donc, on bloque la télécommande et tous les réglages de l'écran sont sur notre soft. Ah, c'est pas mal ça. Et là, ils viennent de faire aussi, pour le Prominence, aussi, le 3145 de chez ISO. Ils ont les nouveaux Sony, pour les particuliers, les OLED. Ils viennent de mettre et bon, après il y a le 318, bon, il y a tout, il y a ISO, il y a Christie aussi, on a certains Christie, il y a du JVC, il y a du Convision, il y a du Dolby, du PRM, du Sony. C'est- Mais Sony c'est un peu particulier. Toi qui est super spécialiste des écrans, pour toi la marque de référence c'est quoi? Chez les particuliers, Oui. bon, chez les particuliers, j'ai. Bah, je ne vais pas être objectif parce que j'en ai un chez moi, mais ça fait 15 ans que j'ai du Panasonic. D'accord. Voilà. Et là, les nouveaux. Et ça reste vrai? Ah ouais, ouais, les nouveaux modèles, les derniers modèles qui sont sortis, la série FZ en OLED, Ouais. On a vu c'est avec ça, spectaculaire. effectivement. Ouais. Ouais, effectivement. Et en deux, LG Sony. LG Sony. Ouais. Ouais. Samsung derrière. Moi, j'aime pas la technologie QLED. En calibration, on a des gros problèmes de postérisation sur les dalles. Tu as commencé à voir des 8K, la fameuse Ouais. série 8K QLED. Ouais. Ils sont compliqués à calibrer. Ah. Ils sont compliqués. Ça postérise dès qu'on prend une mesure. Si on met un cran de trop, il y a de la postérisation sur La l'écran. postérisation, c'est l'effet de bande en fait voilà. dans les couleurs, par exemple dans le ciel, Ouais. on voit des bandes de couleurs, de bleu en fait. Pour, Ouais, ouais. Donc ça, Donc ça, après, chez les pros, c'est Sony. Le BVMX 300 de chez Sony, c'est. Justement, les boîtes de post-production font appel aussi à toi Ouais. pour justement Cet après-midi, calibrer. je vais dans un studio d'étalonnage. D'accord. Ah oui, forcément. Bon bah Sylvain, merci beaucoup d'être venu dans Broadcast Time sur Watch. C'est moi, C'est un peu ton émission aussi, hein, parce qu'on l'a fait aussi. j'étais content d'être là. Pour des gens comme toi, pour tous ceux qui nous regardent, qui vont avoir découvert Alors, un justement, métier et une facette de... si on veut devenir calibreur ou si on veut avoir C'est- plus d'informations, il y a des écoles, il y a des formations, comment ça se passe? Alors, On fait appel à toi? Les formations, il y en a depuis 2012, il y en a eu une en 2012, en 2013 pour l'ISF, parce qu'il y a un formateur à Paris qui s'appelle Julien Berry. Et THX, il n'y a jamais eu de formation en France. D'accord. Donc les formations, il y en a toutes les années, il y en a pratiquement à Londres. Donc je crois qu'ils vont chez JVC. Après, il y en a une à l'ISE. Maintenant, il y en a une à l'IBC. Pardon. Et au CES aussi, parce que maintenant, la personne qui fait la formation THX s'occupe aussi, fait partie de l'ICA. Et ici, Et ouais, les... il fait des formations pour l'ICA aussi. D'accord. Merci beaucoup Sylvain d'être venu. De rien, dans Broadcast Merci c'est Time. moi. Merci d'avoir partagé ta passion et d'avoir fait découvrir ton métier à ceux qui ne le connaissent pas. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont découvert cette étape indispensable dans le workflow, comme on dit. C'est souvent négligé, Pour que mais le résultat hyper soit, important. exactement, à la hauteur de vos espérances. C'est une question d'éducation en France. Absolument. Merci Sylvain, à bientôt dans Broadcast À bientôt. Time. Salut Erwan, merci d'être venu. Ciao Benjamin. Et à très vite, mardi 20h pour un nouveau numéro. N'oubliez pas les podcasts, Apple Podcasts, Google Podcasts. À très vite. Ciao à tous.